Bonjour à tous et à toutes. Voici donc la session satellite de la JICA, qui est intitulée Combler les écarts des soins du cancer dans un environnement de ressources limitées vers l'intégration et l'inclusion. Je m'appelle Iko Takizawa et je suis chercheur principal au sein de la JICA. Et je souhaiterais donc, dans le cadre de dans l'organisation donc de ce symposium qui est organisé par la JICA, et c'est la première fois que cette conférence internationale est organisée par la JICA au Japon, la deuxième fois en Asie, et donc je souhaiterais vous remercier tous de votre présence pour cet événement marquant historiquement. Cette séance se concentrera sur les écarts de soins dans le domaine du cancer qu'on peut voir dans les environnements de ressources limitées, notamment dans les pays ouest africains. Comme vous pouvez le voir et comme vous le savez tous, le cancer est un défi de plus en plus important au sein des politiques de santé, notamment dans les pays à faible et moyen revenu. Et notre compréhension est la suivante. Un patient qui souffre du cancer est toujours dans une situation très complexe. Nous manquons de données sur la façon dont les patients sont traités et dont la famille de ces patients est également traitée. Et nous pensons que les systèmes de recherche en politique publique de santé ont un rôle important à jouer pour fournir des solutions à ces problèmes et à ces défis liés donc aux soins du cancer. Nous avons un panel remarquable d'intervenants aujourd'hui et nous souhaiterions que cette séance soit interactive. Donc nous allons tout d'abord avoir un premier tour de présentation par nos intervenants, puis ensuite nous aurons des séances de questions-réponses. Nous aurons aussi des questions par Zoom. Puis nous aurons une deuxième séance d'échange. Et dans cette deuxième séance, nous vous encourageons également à poser des questions. Je vais tout d'abord vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, nous avons des intervenants qui viennent du monde entier. Tout d'abord, le docteur Samiratou Ouedraogo, qui est professeur de santé publique de l'université de Joseph Kizerbo, ancienne université de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle est aussi coprésidente du groupe de recherche sur les actions contre le cancer dans la recherche. Merci. Nous avons aussi un intervenant remarquable qui vient du Burkina Faso, professeur Sonia Kaboré, qui est directrice de l'unité du service pédiatrique d'oncologie de Charles de Gaulle, de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, au Burkina Faso. Elle est aussi professeure associée à l'université de Joseph Kizerbo. Merci de votre participation. Nous avons également le docteur Catherine Lam, professeure donc de l'hôpital de recherche pour enfants Saint-Jude, qui est fondatrice du centre de l'OMS pour le cancer dans l'enfance et directrice également des systèmes de santé, directrice pour la région Asie-Pacifique. Elle est renommée dans le monde entier pour ses
qui est donc chercheur senior et qui travaille sur des projets de recherche qui se concentrent sur les soins au cancer. Nous allons donc maintenant inviter notre premier intervenant, le docteur Ida, à prendre la parole pour nous donner quelques éléments de contexte sur le sujet. Merci. Merci, Monsieur Takizawa. Donc, je m'appelle Akiko Ida et je vais vous faire une présentation générale des enjeux et des opportunités pour essayer de combler les disparités dans les soins cancériques dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Donc, aujourd'hui, le fardeau du cancer dans les pays pauvres est une réalité au quotidien. D'après l'OMS, d'ici 2030, 3/4 des décès du cancer auront lieu dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Et c'est un véritable enjeu pour ces pays qui également accueillent des réfugiés ou des personnes déplacés, puisqu'on sait que 80% de ces personnes vivent dans ces pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire depuis plus de 5 ans, par exemple, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de la Corne de l'Afrique. Il y a aussi beaucoup de malades du cancer ou d'autres maladies chroniques qui n'ont pas de soins appropriés vu le voyage qu'ils ont pu faire. Et j'ai travaillé à un certain moment au commissariat des réfugiés. Je l'ai vu, par exemple, lors de la guerre en Ukraine. J'ai pu voir ça. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui viennent du Burkina Faso et le Burkina Faso accueille 2 millions de réfugiés à cause de conflits. Et dans mes recherches, on a regardé à la fois les adultes et les enfants qui avaient des difficultés à aller jusqu'aux hôpitaux qui puissent leur donner des soins, des diagnostics. Et finalement, tout ceci est très retardé parce qu'ils ont du mal à aller jusque-là. Les taux de mortalité dans ces pays sont très élevés. Au Sénégal, par exemple, c'est 80% des gens qui y sont, pas simplement du fait que le diagnostic est retardé, mais parce qu'il y a aussi d'autres enjeux qui sont liés au système de santé. Très souvent, le cancer aboutit à une situation où vous avez des dépenses de santé catastrophiques et une pauvreté très importante. Donc provoquée par le coût des soins qui sont proposés. C'est un enjeu qui malheureusement n'a pas été pris suffisamment en compte dans les discussions de la santé internationaux. Donc, quels sont les enjeux d'un point de vue donc, de la recherche sur les systèmes de santé? On a aujourd'hui très peu de preuves pour voir comment est-ce que c'est géré. Par exemple, en Afrique, 1 à 2% des recherches du cancer, pardon, il n'y a que 1 ou 2% des chercheurs qui s'intéressent à ce qui se passe en Afrique. Il y a également aussi un déséquilibre des projets de recherche. Voici par exemple des expliques où regardez par exemple la recherche sur le poids financier du cancer et on s'intéresse essentiellement aux pays plutôt développés. Et quand il y en a eu, c'est essentiellement sur les cancers des femmes, mais c'est peut-être logique, mais ça ne suffit pas. Je voudrais être également un petit peu provocatrice en parlant justement de la mentalité des gardiens ou en tout cas des régulateurs dans les politiques de santé. Très souvent, on dit que le cancer, c'est une maladie de pays riches ou en tout cas, le cancer, ça coûte trop cher. Donc, c'est aussi un problème des personnes âgées. Mais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment la réalité? En fait, ça touche aussi les enfants, ça cause également des décès prématurés. Donc, où sont les opportunités? Il y a des politiques internationales qui sont déjà en place. Cependant, ça n'est pas vraiment suivi. Par exemple, des résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé. Et ce que j'ai vu également récemment, c'est que
le bureau donc, de l'OMS PEN+, sur les maladies non transmissibles graves a intégré le cancer et la prévention du cancer dans ce système. La Banque mondiale également inclut le suivi des cancers dans les efforts de la CSU. Il y a un certain nombre de journaux médicaux comme le Lancet ont essayé également de toucher et de couvrir ce sujet. Donc je crois qu'il y a une dynamique qu'il faut prendre et je crois que notre session fait partie de cette dynamique. C'était très bref, mais je vous remercie de votre attention. Merci, docteur, pour nous avoir donné ces éléments de contexte sur le thème de notre séance. Donc, dans notre première partie, nous allons vraiment nous concentrer sur les défis et les opportunités du soin du cancer. Et je souhaiterais donc maintenant demander à nos deux prochains intervenants, Dr Ouedraogo et Dr Kitajima, de venir pour prendre la parole et nous expliquer un petit peu quels sont les défis, les écarts. Dr Ouedraogo d'abord. Merci à tous et à toutes. Je voudrais remercier le JICA de m'avoir invité et je voudrais vous parler donc de la recherche sur le cancer dans mon pays, le Burkina Faso. Il y a un certain nombre de défis et d'enjeux, comme Akiko l'a dit tout à l'heure. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, et notamment dans mon pays, le Burkina Faso, il y a ce double fardeau des maladies donc euh, qui existent, par exemple le palu ou la dengue. Et ça, ce sont des maladies qui arrivent rapidement et qui tuent rapidement. Donc, le gouvernement va mettre l'accent sur ces maladies en premier, ou en tout cas essayer d'éviter que ces maladies se diffusent, plutôt que de mettre des ressources sur le cancer. Et ça prend du temps avant d'être connaître et qui finalement tue doucement. Il y aura également des ressources limitées sur la recherche du cancer, hein, comme vous pouvez le savoir. Et en tant que chercheur, on voit beaucoup d'argent existe, mais c'est plutôt sur les maladies infectieuses et contagieuses. Bien sûr, on sait aussi que certaines de ces maladies contagieuses peuvent déboucher sur des maladies comme le cancer. On sait aussi qu'il y a des patients qui viennent dans les hôpitaux, arrivent en général très tardivement et le diagnostic sera très tardif, et ce qui empêche d'avoir une bonne thérapie et des taux de survie qui seront limités aussi. Il y a également des budgets qui sont assez limités en ce qui concerne la prévention ou le dépistage. Le Burkina Faso était finalement assez en avance par rapport à d'autres pays parce que en 2016, le gouvernement a décidé de mettre en place le dépistage du cancer cervical était gratuit. Mais il fallait aller dans un centre de soins. Mais très souvent, on nous dit, mais on n'a pas assez de ceci et cela. Et finalement, ce n'est pas disponible et vous devez payer de votre poche. Donc finalement, les gens n'ont pas fait appel à ces services de dépistage. Je crois que mes diapositives ne sont pas dans dans le bon ordre. Alors, regardons le contexte du Burkina Faso. Si vous ne le savez pas, le Burkina Faso, l'an dernier, a été considéré comme le premier pays qui a été touché par les conflits. Nous avons perdu 2000 personnes qui ont été victimes d'attaques terroristes, notamment dans le nord du pays. Nous avons 23 millions d'habitants et la moitié de la population est féminine. Donc, c'est ce qui paraît normal. Mais également, 51% de la population est jeune. Ils ont moins de 18 ans.
Le taux de pauvreté est très élevé puisqu'on est à 43% de la population qui sont considérés comme pauvres, très pauvres. Et quand vous regardez la carte du Burkina Faso, ce qui est en rouge foncé, ce sont les zones où il y a beaucoup d'attaques terroristes, des conflits, des gens qui vont se déplacer, qui vont fuir ces zones. Et aujourd'hui, nous avons 424 centres de santé qui ont dû être fermés à cause de cette situation. 309 d'entre eux, 309 également ne fonctionnent pas. Ils ont vraiment que des services de base, par exemple les soins pour le paludisme ou bien les services de soins maternels, etc., qui sont vraiment limités. Le pays est également touché par cette situation. 3,5 millions de personnes sont vraiment directement touchées par cela. Et vous voyez également les besoins pour permettre d'avoir des soins médicaux de qualité. Il n'y a même pas 10% qui est vraiment financé pour fournir des services médicaux. Et comme je l'ai dit, il s'agit vraiment de choses de base, c'est-à-dire les vaccins, les soins maternels et des enfants ou des personnes qui ont été victimes par des violences domestiques. Cependant, le pays, depuis 2022, on dit qu'il y a à peu près 39 nouveaux malades du cancer tous les jours. Ça veut dire que c'est un grand nombre tous les ans. Et sur ces cas, 3/4 de ces personnes qui sont atteintes de cancer décèdent parce qu'il manque de traitement, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des services dans les centres. La qualité est très limitée, d'abord parce qu'il y a des diagnostics très tardifs, mais également parce qu'il n'y a pas d'équipement ou de fourniture. Donc, vous voyez donc euh, les principaux cancers, donc le foie, euh, le col de l'utérus, les cervicales, etc. Et comme je vous l'ai dit, nous avons un registre dans cela et on n'a pas donc suffisamment d'éléments. Donc je vais m'arrêter ici parce qu'en fait, je crois que ma dispositif n'était pas donc dans le bon ordre et je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Merci. Merci, professeur, d'avoir partagé avec nous le contexte au Burkina Faso et les difficultés que vous rencontrez. Maintenant, je souhaiterais demander au docteur Kitajima de venir prendre la parole. Ouais, excusez-moi, je suis très très mauvais en informatique, donc je vais attendre. On va gérer ça pour moi. Merci donc tout d'abord de me donner la parole. Donc nous sommes une fondation civile, donc de la société civile qui est basée en Suisse, qui s'appelle City Cancer Challenge, et donc la ville contre le cancer. Et donc nous essayons donc dans les villes des pays de faibles et moyens revenus d'essayer de combler les écarts de traitement dans le cancer. Nous avons déjà 15 pays qui sont 15 villes donc, qui sont sujets de notre programme. Donc je suis sûrement le seul panéliste ici qui n'a pas de background académique, historique et universitaire. Donc je vais vous parler donc d'un point de vue plus concret peut-être sur notamment la situation en Asie et sur un certain nombre de situations. Donc je vais d'abord commencer directement par les défis et c'est la seule diapo de mon intervention, donc je ne serai pas très longue. Donc voici la liste des défis et des opportunités de haut niveau, donc au niveau macro, que nous avons identifiés à travers notre travail avec les différentes administrations municipales. Je vais donc tout d'abord passer en revue les défis. Et le défi le plus important dans la région Asie, c'est évidemment le fait que le cancer est en hausse. Maintenant, c'est 15% des
cancers dans le monde. Par contre, la zone concentre 60% du taux de mortalité du cancer dans le monde. Et donc, il y a peu d'accès aux soins contre le cancer dans la région. Et c'est aussi une région qui connaît une croissance économique très rapide. Et l'accès aux soins est en train donc de se bipolariser. Il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à avoir accès. Pourquoi? Parce que l'un des goulots d'étranglement le plus important, c'est tout d'abord les écarts de données. En effet, dans la région, tous les pays de la région n'ont pas de base de données liées au cas de cancer dans leur pays réciproque. Donc, il n'y a pas de données en tant que telles qui sont disponibles dans certains pays sur les cas de cancer. Ensuite, il y a un problème en termes d'approche, puisque dans un certain nombre de pays, les autorités de la santé n'ont pas une approche systémique, donc globale et intégrée du traitement du cancer. Et lorsque nous faisons une évaluation dans une ville, eh bien, on voit qu'il n'y a que de très faibles capacités pluridisciplinaires pour traiter le cancer, ou pas du tout parfois. Aucun système n'est mis en place dans certains cas. Donc, c'est un autre exemple dans les éléments qui manquent, bien sûr, et qui causent un défi. Ensuite, évidemment, on manque de ressources en tant que tel, de façon générale, on manque de ressources humaines, de ressources financières, mais c'est un cas assez commun dans la plupart des villes où nous travaillons. Toujours au niveau macro, nous avons donc aussi des contraintes financières très lourdes, et ça c'est partout vrai. Et je pense que cette séance aujourd'hui, durant notre conférence internationale donc auquel nous prenons part, est la seule dédiée au cancer. Et donc vous voyez que le cancer n'est pas un sujet qui suscite un très grand intérêt de façon générale auprès des autorités publiques, et donc cela limite nécessairement les opportunités de financement et de projets de financement pour le cancer. Et donc le traitement du cancer en plus est très coûteux souvent et nécessite beaucoup de mobilisation financière. Donc lorsqu'on regarde le spectre du traitement du cancer, la détection précoce ou la prévention du cancer est effectivement assez prégnant dans les politiques publiques. Ça, on le sait, et ça, c'est une bonne chose. Cependant, le traitement en tant que tel du cancer est par contre mis et relégué derrière, notamment les traitements palliatifs sont relégués vraiment au bas de la liste des priorités, même si le dépistage, lui, est mis en avant, souvent. Et donc, quelles sont les opportunités? Eh bien, écoutez, il y a des opportunités parce que les gouvernements commencent à s'engager. Il y a des avancées technologiques qui vont permettre de traiter le cancer. Et on voit qu'il y a de plus en plus de pays et de villes travaillent ensemble pour créer des réseaux d'entraide. Et il y a des initiatives de financement et des mécanismes de financement innovants qui sont mis en œuvre également dans et dans ce domaine donc de la finance innovante. Nous avons un avantage en Asie en termes de traitement du cancer, c'est parce qu'on ne commence pas de zéro. En effet, on peut apprendre de nos prédécesseurs. Il y a déjà des exemples qui existent, notamment en termes de maladies transmissibles, sur lesquelles on peut puiser, dans lesquelles on peut puiser pour s'inspirer de nos mécanismes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, docteur Kitajima, d'avoir mis en avant donc les problématiques autour des systèmes. Et nous avons encore deux présentateurs ou présentatrices. Et là, on va se concentrer plutôt sur le cancer chez l'enfant, le cancer pédiatrique. Et la première intervenante sera le docteur Lam. Bonjour, je suis très heureuse d'avoir été invitée à cette séance sur le cancer et les liens avec les traitements du cancer et les systèmes de recherche en politique publique de santé. Nous allons donc parler du contexte et donner quelques exemples au niveau régional, au niveau mondial, et des exemples d'intégration.
Donc, l'hôpital Saint-Jude a été fondé alors que à une époque où le cancer des enfants n'était pas traitable et donc la plupart des enfants mouraient. Et donc, nous avons développé des recherches et maintenant, nous sommes passés d'un taux de survie des enfants de 1962 qui était à 20% à 80% aujourd'hui. Vous voyez quand même ces efforts remarquables lorsqu'on travaille tous ensemble dans le monde entier. On arrive à sauver des vies. Et dans la plupart des pays du monde, malheureusement, reste toujours à 20% à l'heure actuelle encore. Et donc ça veut dire que il y a des choses qui peuvent être faites et qui ne sont pas faites, puisque nous, avec nos initiatives, on arrive à faire monter le taux de survie à 80%. Donc nous avons un plan stratégique de 20 milliards de dollars qui se concentre sur un certain nombre d'initiatives. Nous avons un programme qui s'appelle Saint-Jude Global, qui se concentre sur l'accès de qualité aux soins des enfants atteints de cancer dans le monde entier, et nous proposer un certain nombre de programmes et d'outils, notamment des programmes de renforcement des capacités, de compétences, de programmes éducatifs, des programmes de recherche également, dans le cadre de ce que nous appelons la Saint-Jude Global Alliance. Nous sommes en partenariat avec de très nombreuses ONG, avec l'OMS également, donc le Centre pour le cancer des enfants de l'OMS avec lequel nous travaillons régulièrement, et ainsi que d'autres réseaux de collaboration avec des organisations internationales. Dans le cadre de la région Asie-Pacifique, nous sommes implantés et avec un réseau de plus de 450 hôpitaux, et dans la plupart des cas, avant, eh bien, les enfants n'avaient pas accès aux soins anti-cancer, ou s'ils avaient accès aux soins, ils ne terminaient pas en général les soins. Et donc, parce que les soins du cancer envers les enfants ne sont souvent pas au sommet de la liste des priorités des pays. Et donc, nous essayons, nous, de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires, qu'il s'agisse des ressources humaines ou des ressources de financement, pour que les patients puissent commencer un traitement et surtout le terminer. Qu'en est-il des diagnostics essentiels pour les enfants atteints de cancer? Eh bien, nous avons essayé tout d'abord de développer un certain nombre d'outils diagnostiques qui sont développés auprès des 100. Nous avons donc créé une liste de 100 items essentiels pour diagnostiquer les enfants, et ces outils ont été publiés dans la revue de recherche Lancet, et la plupart de ces diagnostics ne sont toujours pas disponibles. En général, les familles payaient de leur poche, donc un restant à payer qui était important pour ces diagnostics. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à cette question, puisque cela limitait l'accès des familles et des enfants donc, à ces diagnostics. Et donc, nous avons donc essayé de distiller, donc de diffuser ces 100 outils méthodologiques sur les 5 pays au début sur lesquels nous sommes concentrés dans le cadre d'un effort de collaboration avec l'OMS. Et nous avons pu obtenir de très nombreux résultats, puisque vous pouvez voir sur cette carte qu'il y a un certain nombre donc d'actions qui sont menées dans différents pays du monde, notamment dans les pays qui sont couverts par l'OMS. Nous avons des rapports qui s'appellent rapports C5 qui sont publiés pour contextualiser un certain nombre d'indicateurs, montrer les priorités. Et ces rapports sont fournis évidemment au ministère et aux parties prenantes, mais surtout notre approche est une approche d'amont à l'aval, c'est-à-dire que nous travaillons dès le début avec l'ensemble des parties prenantes pour travailler sur les rapports, mais aussi sur les outils disponibles, sur les graphiques, et pour diffuser l'ensemble de ces outils méthodologiques auprès des parties prenantes au niveau local. Nous essayons également de fournir aux décideurs politiques et aux chercheurs, ainsi qu'aux praticiens, un certain nombre d'outils et de données, puisque parfois nous travaillons plus d'une année sur un pays ou sur un
projets particuliers. Par exemple, nous avons un collègue du Sri Lanka qui est ici aujourd'hui et avec qui nous avons travaillé pendant plus d'1 an. Et nous pouvons travailler. Et enfin, donc le Sri Lanka a maintenant, après le travail qui a été mis en place, développé donc une unité dédiée donc au cancer sur les enfants. Et vous pouvez voir également sur la droite donc un certain nombre d'outils disponibles pour analyser les contenus, puisque comment est-ce qu'on regarde au niveau mondial l'application de ces outils et de ces documents. Donc depuis 10 ans, nous avons créé plus de 1000, nous avons contribué à la création de plus de 1000 politiques publiques dans 46 pays différents sur l'ensemble du monde, et plus de 10%, moins de 10% des politiques publiques dans le monde ciblent de façon prioritaire les médicaments et les traitements pour le cancer enfant. Et donc nous pouvons changer cela. Il faut accroître notre engagement et la participation à travers les institutions avec les hôpitaux. Nous avons lancé un fonds d'investissement de 200 millions de dollars en collaboration avec l'OMS, et ce sera donc le premier fonds mondial qui ne se focalisera pas sur les maladies non transmissibles de telle ampleur. Et donc, nous travaillons sur une plateforme qui sera co-développée et qui pourra être ouverte pour que nous puissions tous apprendre les uns des autres. Et j'espère que vous serez intéressés par une participation à cette plateforme. Et nous sommes tout à fait ouverts à tout type de collaboration. Et avec votre aide, notamment vous tous qui êtes des spécialistes des systèmes de recherche, nous pourrons avancer dans notre programme et dans notre agenda. Merci beaucoup. Merci bien, docteur Lam, pour faire ce partage de la réalité dans le monde, même dans des pays, dans les pays développés, 80% des personnes qui sont touchées par le cancer, 80% donc survivent, alors que dans d'autres pays, c'est 20% seulement. Donc ça, c'est clair, ce disparité. Et merci d'être également vraiment un flambeau pour le monde et pour travailler dans ce domaine. Et puis maintenant, je voudrais donner la parole au docteur Caboret, dernière intervenante qui va nous parler donc de ces disparités et de ces enjeux du cancer pédiatrique au Burkina Faso. Bonjour tout le monde. Malheureusement, je ne pourrais pas parler en anglais, mais je pense que je serai compréhensible. Je vais tout d'abord dire merci à la JICA de nous faire l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et nous allons vous parler de l'oncologie pédiatrique au Burkina Faso. Et parce que vous avez vu que on parle très peu des cancers des enfants. Il s'agissait pour nous de faire un état des lieux, d'évoquer les défis et d'énoncer des perspectives. Et comme l'a dit mon prédécesseur, Dr Samira, notre profil épidémiologique, c'était les maladies transmissibles, le paludisme, la dengue. Et l'État a déployé beaucoup d'argent pour lutter contre ces maladies. Mais de plus en plus, avec la transition épidémiologique, nous avons les maladies non transmissibles et surtout le cancer et le cancer des enfants dans notre pays, dans un contexte de pauvreté et d'insécurité. Et il faut savoir que la charge de morbidité et de mortalité des cancers de l'enfant affecte la santé des populations sur le territoire national, notamment les couches les plus vulnérables. Et quel est l'état des lieux? L'état des lieux va se baser sur l'organisation de l'offre des soins, qui est en 3 niveaux. On a le premier niveau, communément appelé le district sanitaire, c'est le centre de santé, avec le centre médical aussi. Le deuxième niveau, c'est la région, avec le centre hospitalier régional. Et le troisième niveau, c'est les centres hospitaliers universitaires qui sont dans les deux principales villes du Burkina Faso. Nous avons 6 centres hospitaliers universitaires et un à vocation pédiatrique au sein duquel je travaille. Les cancers de l'enfant sont pris en charge dans 2 unités. Il y a l'unité de Ouagadougou et l'unité de Bobo-Dioulasso. L'unité de Ouagadougou travaille sur 2 CHU avec la prise en charge des lymphomes de Burkitt dans l'hôpital, notre tout premier hôpital,
notre tout premier hôpital, qui est l'hôpital Yalgado, qui était le premier hôpital de la Haute-Volta, ensuite du Burkina Faso. Et le deuxième site, c'est à Charles de Gaulle, qui est un hôpital essentiellement pédiatrique, à vocation pédiatrique, médicale et chirurgicale. Donc, dans ces deux hôpitaux, vous avez la prise en charge des lymphomes de Burkitt, du rétinoblastome, de la maladie de Hodgkin, ça c'est au centre hospitalier universitaire Yalgado et Drago. Et à Charles de Gaulle, c'est essentiellement les néphroblastomes et les leucémies. Et l'unité de Bobo, du Lasso, qui est notre capitale économique, a débuté ses activités en 2021 avec de plus en plus de recrutement de cas. L'état des lieux du personnel. Pour tout le Burkina, il y a 4 oncopédiatres, 2 à Yalgado, à Ouaga, 1 à Charles de Gaulle et 1 à Bobo. Et nous sommes aidés par des hématologues, des anatomopathologistes, des ophtalmos, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'oncologie pédiatrique, c'est pluridisciplinaire. Les activités ont commencé en 2005. Vous voyez que de 2005 jusqu'à janvier 2023, nous avons une hausse de recrutement des cas, de plus en plus de cas. Ça a été d'abord Yalgado, ensuite Charles de Gaulle en rouge, c'est Charles de Gaulle en 2011. Je viens à 2022, vous avez les 3 hôpitaux avec Yalgado, Charles de Gaulle et Bobo. Quels sont nos défis? La stratégie nationale de lutte contre le cancer au Burkina Faso tire son fondement de la politique sectorielle de santé, de la politique nationale de santé et des objectifs du développement durable. Elle va s'élaborer dans un contexte où le plan national de développement économique et social, le PNDS, et le plan national de développement sanitaire de 2011 à 2020 sont en fin de mise en œuvre. Et le ministère de la Santé a élaboré à travers la direction de la prévention de la maladie, des contrôles, la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, en collaboration avec la mission Impact de l'Agence internationale de l'énergie atomique. On a fait l'évaluation des capacités et des besoins nationaux. On a identifié les problèmes prioritaires. On a déterminé les axes stratégiques et les actions prioritaires. Au plan du leadership, on a adhéré à la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé. Il y a eu la création d'un programme national de lutte contre le cancer et la création du Conseil national de lutte contre le cancer. Je vous remercie. Merci, Dr Kaboré, d'avoir partagé avec nous la situation dans votre pays qui est très limitée en termes de ressources. Nous sommes un peu en retard par rapport à notre programme, mais je souhaiterais quand même qu'on prenne des questions de l'audience. Nous avons aussi utilisé le Mentimetre pour demander à l'audience donc de scanner le code QR et de répondre donc au questionnaire qui est disponible sur le net. Nous allons donc avoir nos panélistes qui vont nous rejoindre et vous pourrez poser vos questions. Ceux qui sont en ligne avec nous sur Zoom peuvent bien sûr également. Et nous allons pouvoir avoir un certain nombre donc de réponses. Laissez-moi commencer donc la séance de questions-réponses. Y a-t-il donc tout d'abord des commentaires ou des questions? N'hésitez pas à lever la main si vous êtes avec nous ou si vous voulez intervenir sur Zoom. Donc l'audience réfléchit à des questions, donc c'est moi qui vais commencer. Docteur Lam, pourriez-vous nous donner quelques chiffres et quelques statistiques? Quels sont notamment dans les pays à faible et moyen revenu, quels sont les délais pour obtenir un diagnostic? Combien de temps ça prend pour traiter les enfants? Parce que dans de très nombreux pays, dans les pays à faible et moyen revenu, et même au Japon d'ailleurs,
le système de santé est très fragmenté et les patients qui sont atteints de cancer ont du mal à trouver le bon interlocuteur en fonction des agences. Et, et même si leur but est de se faire soigner, bien parfois ils ne savent pas où s'adresser. Donc, quels sont un petit peu les contextes, docteur, s'il vous plaît? Excusez-moi, je parle avec une voix un peu faible, mais je vais essayer de répondre. Donc, tout à fait, nous avons 400 000 enfants qui sont diagnostiqués chaque année grâce à notre initiative, et je pense que ça va augmenter encore, puisque nous travaillons avec la commission Lancet sur la recherche du cancer. En 2020, nous avons lancé une commission sur le Lancet sur les soins pédiatriques de cancer, et c'est ce qui permet notamment de traiter la question du cancer de façon transversale au niveau du diagnostic, du traitement, des intervenants, et d'intégrer tous ces éléments dans un cadre de soutien aux patients et aux familles. Et souvent, on voit que les gouvernements investissent dans un bout seulement du puzzle, dans une couche seulement du traitement. Donc, dans un aspect, par exemple, au terme de chirurgie, on voit d'autres gouvernements qui investissent uniquement dans la formation des infirmiers. Et en fait, on voit que ça a très peu d'impact lorsqu'on investit seulement sur une des couches de l'ensemble. Et cela ne fait qu'augmenter de façon très légère le taux de survie des patients. Donc, il ne faut pas uniquement se focaliser sur le traitement ou uniquement sur le diagnostic. Il faut vraiment voir le système dans son ensemble, de façon intégrée, dans un package qui permet d'avoir un traitement continu sur 2 ans, souvent. Et il faut aussi assurer une protection financière de la famille. Et évidemment, il y a tant de ressources qui sont nécessaires à mobiliser, tant pour les familles que pour les intervenants. Et parfois, lorsque cette allocation est mal organisée, eh bien, cela malheureusement ne permet pas à l'enfant de faire ses 2 ans de traitement. Et on voit que, eh bien, c'est un échec. Donc, il faut vraiment voir ensemble, en tant que communauté et de façon intégrée, comment combler les écarts qui existent et voir vraiment l'ensemble afin aussi de pouvoir intégrer cette approche pour les autres maladies non transmissibles. Merci. Merci pour l'ensemble des interventions. Question pour le Burkina Faso. Vous avez mentionné que les maladies transmissibles sont souvent en priorité dans les pays à faible revenu et que les cancers sont souvent ignorés. Mais comme vous l'avez dit, investir dans le cancer maintenant, c'est un investissement sur le long terme. Et comment, vous qui êtes des chercheurs sur le terrain, comment est-ce que vous faites en sorte que le système de santé soit inclusif et puisse aussi se focaliser sur les maladies non transmissibles comme le cancer? Et si on a le temps aussi, une question pour le docteur Akiko et Chika. Quel rôle peuvent avoir les gouvernements, les organisations non gouvernementales dans l'amélioration des positionnements, notamment en termes d'investissement, vers les maladies non transmissibles dans les pays en développement, de façon à ce qu'il y ait plus d'investissement et qu'il y ait moins de charges pour les gouvernements dans le traitement de ces maladies. Merci. Oui. Juste pour traiter le temps. Dans la deuxième partie de votre question, nous la traiterons dans la deuxième partie de notre discussion. Tout d'abord, Dr Ouedraogo ou Dr Caboret, si vous voulez répondre à la première question. Oui, je vais partager avec vous ce qu'on fait sur le terrain pour sensibiliser les parties prenantes, notamment pour dire à quel point c'est important d'investir dans la recherche anti-cancer et dans les diagnostics précoces, donc dans le dépistage. Et lorsque j'ai commencé au Burkina Faso à travailler dans ce domaine-là, par exemple, lorsqu'on Google recherche, publication, cancer, et notamment lorsque vous
chercher les publications dans les zones de conflit. Vous avez beaucoup de papiers qui sont sur des zones comme l'Ukraine ou dans d'autres zones géographiques, mais très très peu en Afrique. Et donc, on voit que nous avons établi un groupe de recherche qui cherche à soutenir, donc, tout d'abord, la création de bases de données sur le cancer, des registres de collecte de données, puisque nous n'avons que 10% de la population qui est couverte par les registres médicaux, et ça ne fonctionne même pas de façon très fluide, hein. Parfois, ça marche certaines années, et puis certaines années, ça ne marche pas non plus. Donc, tout d'abord, nous voulons tester et faire une étude de faisabilité de la création de ces registres de patients de cancer sur l'ensemble du pays pour avoir réellement une idée de la charge que représentent ces patients, combien ils sont. Et dans la partie est du pays, nous avons pu collecter des données sur le cancer pendant 1 an. Et nous avons donc collecté 300 cas de cancer et 48% seulement avaient reçu des soins. Tous les autres, on ne sait pas s'ils ont reçu des diagnostics, s'ils les ont traités. Il n'y a aucune information. Est-ce qu'on les avait envoyés à une institution publique ou hospitalière? On ne sait pas. Et donc, voici le type d'études que nous sommes en train de mener actuellement. Voilà, pour montrer déjà aux autorités à quel point le cancer est une charge et représente un élément important. Je vous remercie. Donc, il y a vraiment besoin de changer le discours autour de ça. Docteur Gaboret, est-ce que vous voulez répondre également? Non? D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour cette première série de présentations? Donc, je propose de passer à la deuxième partie. Oui. Voici les réponses que vous avez données dans le logiciel de maintenant. Donc, on voit qu'il manque de CSU. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de connaissances, les problèmes d'intervention chirurgicale, etc. Donc, je crois que ça reprend en effet ce que nous ont dit nos chercheurs avant ce questionnaire. Donc, maintenant, passons à la deuxième série de présentations et de parler des solutions envisageables. Et tout d'abord, je voudrais inviter, on va changer un peu l'ordre de tout à l'heure, on va commencer par le docteur Lam et ensuite, ce sera le docteur Caboret qui vont nous parler donc des idées de solutions d'un point de vue de praticien. Docteur Lam. Merci beaucoup. Maintenant, je souhaiterais parler de certaines opportunités mondiales pour travailler ensemble et améliorer nos systèmes. Donc, brièvement, je vais parler donc des cadres de travail, de la formation, des équipements et des mécanismes de collaboration intégrés et inclusifs et comment est-ce qu'on peut travailler pour autonomiser un certain nombre d'acteurs. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes le premier centre anti-cancer sur les enfants qui travaille avec l'OMS. Notamment, nous travaillons dans le cadre de l'innovation et nous sommes un partenaire technique également, puisque nous avons mis en place l'initiative mondiale contre le cancer et nous visons un taux de survie mondial de 60% chez les enfants d'ici 2030. Et c'est une cible ambitieuse, bien sûr, et nous avons besoin du soutien de vous tous ici pour identifier les problèmes et y trouver des solutions. Nous avons différentes étapes pour mettre en œuvre cet objectif, qu'il s'agisse donc de la planification stratégique, de la conception des outils, d'un guide. Et cet objectif, en fait, lorsque nous avons commencé à en parler en 2018, eh bien, on nous a dit que c'était impossible, mais nous avançons. Et nous essayons vraiment de mettre en avant des mécanismes de travail inclusifs pour l'ensemble des enfants. Parce que lorsqu'on veut changer les systèmes, eh bien, il faut travailler évidemment sur l'inclusivité pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants. Et nous avons donc
des systèmes de santé qu'on appelle Health System Plus, donc qui permet donc d'intégrer les enfants qui ont le cancer dans le cadre de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. En orange, par exemple, vous pouvez voir les produits médicaux et les matériels donc qui sont utilisés. Et donc on utilise la couleur orange pour nos projets essentiels. Donc, il y a certains types de couleurs pour chaque projet. Donc, le projet global qui encadre l'ensemble de ces éléments, c'est le projet Cure All. Et nous avons des mécanismes qui sont adaptés, qui sont mis en œuvre au niveau national, régional et mondial pour travailler sur les priorités et le suivi de nos progrès. Nous essayons évidemment d'intégrer le suivi du cancer des enfants dans les pratiques globales normales, en fait, normatives des institutions de santé. Nous voulons améliorer également l'accès il y a tellement de projets en cours de route, notamment, il y a le projet de faire rendre accessibles tous les médicaments à 1 milliard ou 1 milliard qui n'en ont pas besoin pour l'instant. Donc, comment faire en sorte que les cancers pour enfants ne se perdent pas au milieu de l'ensemble de ces projets au niveau mondial. Donc, nous travaillons sur un certain nombre de projets avec l'OMS, avec des documents et des rapports que nous diffusons et qui permettent aussi d'avoir un impact. Par exemple, pour faire le suivi des programmations des cancers sur enfants, eh bien, nous avons intégré un certain nombre de documents. Par exemple, la revue Impact, donc le rapport Impact sur le contrôle du cancer chez les enfants. Ensuite, nous travaillons également avec un certain nombre de cadres, notamment dans la création de registres. Nous avons célébré le 5e anniversaire de notre travail avec l'AIEA, donc qui est une des agences de l'ONU qui nous a permis de travailler également au niveau régional. Dans le cadre de notre projet et de l'avancée de celui-ci dans le futur, nous essayons également d'intégrer les prochaines générations de chercheurs. Nous avons 6 cohortes d'étudiants actuellement qui travaillent dans le cadre de différents projets, par exemple le développement de politiques publiques. Avant, ce n'était pas intégré dans la recherche sur le cancer, et donc ça avance notre agenda. Ensuite, nous essayons de travailler avec des ministères, notamment le NCCP, qui est le centre d'intégration de contrôle du cancer au niveau national. Donc, nous essayons de créer donc en fait ces équipes, de créer une équipe de contrôle planning dans l'ensemble des ministères de la santé. Vous pouvez le voir sur cette carte, un certain nombre de pays qui ont déjà créé des équipes nationales. Et ces programmes, donc, qui ont été mis en place depuis 2 ans, ont de très bons résultats. Et il est important d'avoir des équipes parce que de très nombreux pays n'ont pas de politique ou de budget qui traite du cancer pour les enfants et du cancer des enfants. Et donc, il est important de créer d'abord une structure qui va commencer à penser à ce sujet et de fournir une structure qui va guider les réflexions et les scénarios pour orienter les ministères ou les médecins pour créer des réels changements dans toutes les strates de la société. Donc, nous sommes heureux de travailler avec vous. Nous avons hâte de travailler avec vous s'il ne le faisait pas déjà dans le cadre de notre recherche. Nous avons également créé une plateforme qui s'appelle Nexpose. Donc, c'est un réseau mondial donc, qui traite des systèmes et des politiques de Nexus, donc clés. Nous vous invitons à rejoindre cette plateforme parce que nous savons que pour traiter cette question du cancer des enfants, nous avons besoin de votre expérience sur l'ensemble des sujets, sur la santé mentale, sur les systèmes de recherche, sur est-ce que souvent nous avons des questions aussi de très nombreux ministères qui nous demandent de fournir une coopération technique ou des conseils, et nous avons besoin aussi de ressources humaines, nous avons besoin d'experts qui vont collaborer avec nous afin de changer les modes de pensée et d'améliorer évidemment la situation. Je vais clore en vous montrant cette mosaïque, donc qui Hope, c'est marqué espoir, donc en différentes couleurs, et ça veut dire que lorsqu'un hôpital travaille
Eh bien, souvent, la leucémie, à l'époque donc, lorsque la leucémie n'était pas encore traitable, eh bien, nous avons demandé, il y a un des directeurs d'hôpitaux nous a dit que chose la plus importante dans le traitement, c'était d'avoir de l'espoir, puisque on trouve des solutions. Et il s'est passé plusieurs décennies depuis cette phrase, et nous avons, avec l'espoir toujours à cœur, réussi à avoir de très bons résultats, et nous poursuivrons dans l'avenir. Merci beaucoup, Madame Lam. C'est évidemment le signe d'espoir. C'est un signe d'espoir que votre organisation existe. Maintenant, je souhaiterais inviter le docteur Caboret à partager un certain nombre de ses idées sur les solutions à venir. Donc, nous allons vous parler. Nous avons fait l'état des lieux, les défis. Quelles sont les perspectives? Les perspectives, tout va partir du programme national de cancer, qui est déjà établi, qui a commencé à travailler. Et ce programme national de cancer prend et les cancers des adultes, les cancers des enfants. L'inquiétude que nous avons, c'est que les cancers des adultes nous submergent. Parce qu'actuellement, la politique du programme national cancer est essentiellement basée sur les cancers féminins. Parce qu'actuellement, le dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, est gratuit depuis octobre 2024 dans nos structures de santé. On espère que le cancer pédiatrique aussi aura sa part dans ce programme national. La deuxième perspective, c'est l'effectivité de l'assurance maladie universelle. La prise en charge du cancer est très, très coûteuse. Et nos populations n'arrivent pas à assurer la continuité des soins, ce qui entraîne une mauvaise observance du traitement, des échecs, des abandons de traitement. Et cette assurance maladie universelle qui a été prônée par l'État va permettre, on espère, de nous aider dans la prise en charge de ces malades-là. Et on a commencé le début des immatriculations avec l'assurance maladie universelle. Et ça va aller en s'accentuant d'ici l'année, à partir de janvier 2025. La troisième perspective, c'est la prise en compte des cancers pédiatriques dans la politique de gratuité des soins. Ce n'est pas une gratuité des soins, c'est une exemption de paiement. Depuis 2016, le Burkina Faso a instauré la politique de gratuité des soins pour les femmes en âge de procréer et pour les enfants de 0 à 5 ans. Mais cette gratuité des soins concernait exclusivement les maladies transmissibles, les pathologies aiguës. Les pathologies chroniques n'étaient pas incluses dans cette politique de gratuité de soins. Et avant de venir à Nagasaki, nous avons pris part à un atelier sur la prise en charge, l'inclusion des cancers pédiatriques dans cette politique de gratuité des soins. Mais ce ne sera pas d'emblée tous les cancers. On va commencer par les cancers les plus fréquents, et faire un suivi évaluation et inclure les autres cancers à la suite de ceux qu'on aura à la suite de ceux avec lesquels on aurait commencé. Donc nous avons des perspectives. Mais ces perspectives, il faut que tous les acteurs soient impliqués. Il faut que la communauté soit impliquée. Il faut que les chercheurs soient impliqués. Il faut que les cliniciens soient impliqués. Et comme l'a dit mes prédécesseurs, il faut que toutes les étapes soient respectées.
Nous avons un proverbe qui dit qu'une seule main ne peut pas ramasser la farine. Donc, il faut travailler tous ensemble pour avoir de bons résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir partagé quelques méthodologies pratiques pour avancer de façon graduelle vers une approche universelle. Et merci aussi d'avoir partagé l'importance de l'approche multisectorielle. Maintenant, je souhaiterais demander au docteur Kitajima de nous donner quelques éléments du point de vue de la société civile. Merci. Donc, le City Cancer Challenge donc, a un certain nombre de propositions ou de stratégies, mais je vais juste vous présenter le modèle que nous avons mis en œuvre jusqu'à présent. Et nous pourrions être, ce modèle pourrait être une partie de la solution et il est applicable sur un certain nombre de travaux, notamment sur un certain nombre de sujets liés au cancer des enfants. Voici donc quelques résultats de nos activités. Voici ce qui est peut-être plus intéressant. Donc, c'est notre réseau de villes dans lesquelles nous intervenons. Nous intervenons dans 15 cités. Et donc, en Asie, nous avons Phnom Penh au Cambodge, Kuala Lumpur et ces zones. On appelle ça le Grand Pétaling en Malaisie. Et nous voulons accroître notre réseau à 20 et à 27 à terme. Et pour vous donner quelques idées du fonctionnement de notre organisation et du modèle que nous appliquons, voici cette diapo. Ici, bon, le principe est le suivant. Nous mettons toujours la ville et les parties prenantes de la ville aux commandes. Nous les soutenons. Et les participants sont toujours donc aux commandes. La ville est toujours aux commandes du projet. Donc nous intégrons le facteur pérennité dès le début. Ensuite, nous faisons une évaluation et nous sélectionnons les villes avec lesquelles nous allons travailler. Une fois que nous avons sélectionné une ville, tout le processus qui suit, donc implication des parties prenantes, évaluation des besoins, création de la stratégie, planification, mise en œuvre, et ça prend entre 5 et 10 ans à finaliser. Et durant tout ce processus, la ville est toujours au centre. Et c'est en intégrant la pérennité du processus que nous avançons. Voilà ce qu'on fait donc. Les deux villes en Asie donc, sont à des étapes différentes. Donc Phnom Penh est au niveau de l'évaluation des besoins et nous avons une réunion en décembre pour valider. Et ensuite, nous allons avancer. Et le Grand Petaling, donc en Malaisie, est juste à une étape après. Voici donc ici, sur cette diapositive, le modèle que nous appliquons. Et c'est comme ça que nous avançons à chaque fois. Et lorsque la partie prenante est identifiée, la première chose que nous faisons avec lui, c'est de créer un écosystème des parties prenantes des soins cancéreux. Et il ne s'agit pas que de la municipalité ou des hôpitaux, mais aussi publics. Nous essayons également d'intégrer les hôpitaux privés, les cliniques, les ONG, et nous travaillons également sur le financement du projet, notamment avec les assureurs du secteur privé, qui nous permettent de financer souvent nos projets. Et donc, en impliquant tout le monde, nous créons de la pérennité et de la durabilité. Mais dans de très nombreux pays, il n'y a aucune plateforme qui permette à l'ensemble des parties prenantes d'échanger. Donc, c'est nous qui sommes un petit peu le cristallisateur de cette plateforme qui va permettre à l'ensemble des parties prenantes d'échanger, de se rencontrer. Et pourquoi, sur quels critères sélectionnons-nous une ville? Eh bien, écoutez, pourquoi est-ce que nous choisissions de travailler avec des villes plutôt qu'avec des pays ou des régions? C'est parce que nous avons décidé de commencer par une petite unité géographique.
au niveau pratique, on ne peut pas aller partout. Donc, nous identifions les unités viables qui ont déjà les infrastructures et sur lesquelles nous allons pouvoir amener un impact positif. Et d'ici 2050, les 2 tiers de la population mondiale vivront dans des villes, et donc le milieu urbain nous paraît être l'unité d'intervention la plus adéquate. Et nous, de temps en temps, nous intégrons aussi des projets de recherche dans nos projets de soutien, puisque nous sommes basés sur une approche, notre approche est basée sur l'épreuve. Et donc, nous travaillons en général avec des chercheurs locaux, mais aussi nous utilisons, comme mes collègues ici présents, des chercheurs du monde entier. Récemment, par exemple, nous avons travaillé avec le King's College à Londres et nous avons lancé un projet pour identifier des indicateurs de qualité dans les soins du cancer, puisque chaque partie prenante dans le monde travaille sur des indicateurs différents. Il y en avait 84. Nous avons réussi à réduire et à créer une liste de 18 indicateurs. Et voilà, je voulais juste vous montrer notre modèle. Et je pense qu'on peut travailler ensemble si vous êtes intéressé par ce type d'approche, parce que nous travaillons avec les réseaux de villes, mais à terme, nous irons, je pense, nous dépasserons le cadre juste de la ville, donc je pense que nous pourrons collaborer à différents niveaux ensemble. Et je vais m'arrêter ici à cause du temps limité qui m'était imparti. Je vous remercie. Merci bien, Dr Kitajima, pour présenter donc les activités de votre organisation. Et je crois que c'est un exemple très pratique, justement, d'universalisme progressif, passer donc d'une petite unité jusqu'à quelque chose de plus important. Maintenant, je voudrais donner la parole à Dr Ida, puis ensuite au Dr Ouedraogo pour nous donner leurs idées de solutions d'un point de vue donc de scientifiques, de chercheurs. Merci bien, docteur Monsieur Kitazawa. Et je voudrais vous livrer quelques réflexions d'un point de vue de chercheur. Et je voudrais également vous parler du point de vue des bailleurs de fonds, puisque je suis au sein de la JICA en tant que chercheuse. Donc, qu'est-ce que les chercheurs peuvent faire pour vraiment changer la donne? On a parlé de tous les enjeux à différents niveaux. La première chose, c'est qu'on doit fournir des preuves empiriques en collaborant avec des professionnels et des décideurs dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. On a aujourd'hui très peu de preuves et il est important de créer donc ces données. Ça doit devenir une priorité des recherches. Il n'est pas acceptable que l'on n'ait que 1 ou 2 de la recherche sur le cancer ne s'intéresse à l'Afrique. On doit aussi intégrer donc les soins du cancer dans les efforts de CSU. C'est-à-dire que, bien sûr, tous les bailleurs de fonds pensent à la CSU et le cancer doit faire partie de cette couverture sanitaire universelle. Les décisions politiques, malheureusement, ne sont pas toujours fondées sur les preuves scientifiques. Et c'est pourquoi il y a le troisième point aussi, c'est qu'en tant que chercheurs, nous devons remettre en question les évidences. On doit se poser des questions. Est-ce qu'on fait vraiment des politiques qui suivent justement les résultats des recherches scientifiques? C'est la raison pour laquelle il y a eu cette session aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit regarder la réalité, donner des preuves et essayer de promouvoir les changements. Et je voudrais également répondre à la question du docteur
l'âme sur le rôle des ONG, par exemple. Je suis d'accord avec mes collègues juste avant moi qui ont parlé de l'importance de travailler ensemble, main dans la main, toutes les parties prenantes pour vraiment changer la donne. Mais aujourd'hui, le cancer n'est pas une priorité de la santé au niveau international. Il faut le reconnaître. Donc, il faut vraiment faire des efforts tous ensemble pour faire évoluer les choses. Nous avons un rôle à jouer, bien sûr, mais le gouvernement des pays en développement doivent être des leaders en la matière. Ils doivent être au volant. Et 20 à 30% des budgets des pays à faible renaissance sont en fait financés par des bailleurs de fonds externes. Donc ça, c'est la réalité. Donc la communauté internationale a aussi un rôle important à jouer. Malheureusement, je répète, c'est 1 ou 2% des dépenses de santé publique qui sont financées par les bailleurs de fonds qui va vers les maladies non transmissibles. Donc, c'est très limité. C'est une toute petite fraction de ces assistantes. Donc, en tant que chercheuse au sein de la JICA, je crois qu'il y a également du travail à faire à mon niveau pour militer en leur faveur. Les ONG jouent un rôle important aussi et il faut informer les populations et les décideurs et également les professionnels pour leur rappeler que le cancer existe dans les pays en développement. Souvent, on l'oublie. Il faut commencer par sensibiliser les communautés et l'ONG joue un rôle important également en ce qui concerne des soins. Certains travaillent avec des guérisseurs traditionnels. Il y a donc des soins spirituels aussi qui doivent être pris en compte. Merci. Merci bien, docteur Ida. Et maintenant, je donne la parole au docteur Ouedraogo. Permettez-moi donc de parler à partir de mes notes. Donc, dans le cas du Burkina Faso, en tant que pays à faible revenu, nous avons aussi des problèmes d'insécurité, mais il reste quand même des opportunités à saisir pour contrôler le cancer. Tout d'abord, il est important de développer un registre de la population parce que si on n'a pas ces données, on ne peut pas savoir qui a le cancer dans le pays, qui a des informations là-dessus. Il est important, par exemple, de renforcer l'impact psychosocial du cancer sur les familles, sur les populations, sur la communauté. Parce que dans mon pays, le cancer est considéré comme un problème pour toutes les communautés et souvent des familles n'ont plus d'argent parce que ils investissent tout leur argent pour un membre de leur famille et tout le monde donne de l'argent pour soutenir celui qui est atteint de cancer. Et c'est vraiment quelque chose un fardeau très important pour la famille, pour la communauté. Il est important également de regarder voir s'il y a des possibilités de lancer des campagnes de sensibilisation pas trop chères, parce que finalement, il y a une sensibilisation qui n'est pas suffisante au Burkina. euh, dans le pays. Certains pensent que c'est simplement parce que les personnes ont été ensorcelées ou bien parce qu'ils ont eu le cancer à cause de cela. Donc, il est vraiment important d'investir dans la sensibilisation de la réalité de cette maladie. En même temps, des partenariats public-privé est important parce qu'on a besoin de beaucoup de ressources pour le cancer. Donc, le secteur public ne peut pas seul prendre en charge l'ensemble des coûts. Le secteur privé doit également investir là-dedans. On doit renforcer cette collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Et l'intégration des soins également
On a beaucoup parlé des maladies contagieuses, des soins aux mères, mais comment intégrer cela finalement dans l'ensemble? Par exemple, on peut intégrer les traitements dans ce qui existe déjà, dans ces systèmes qui existent. L'accessibilité également des essais cliniques. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il en existe dans mon pays, des essais cliniques. Je crois que personne l'a fait. Donc, il y a pourtant des essais dans les pays développés ou bien dans des pays d'Afrique orientale, mais je crois qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a aucun essai clinique sur le cancer qui ont en cours. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Je ne sais pas, mais il faut vraiment y réfléchir. Il faut également l'accès aux soins. On a des médicaments qui ont pu être développés localement par des guérisseurs ou par des hôpitaux locaux. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de montrer que ça peut être utilisé aussi, même si ce sont des traitements indigènes ou autochtones? Est-ce qu'on peut voir si ça a des impacts aussi sur sur le cancer? Dans mon pays, dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, le cancer et le traitement du cancer, c'est quelque chose qui, on pense que c'est des médicaments, c'est des soins pharmaceutiques. Il suffit de donner un traitement, mais on ne fait pas de l'aide sur les soins psychosociaux, l'accès à des espaces pour pouvoir parler entre malades du cancer avec les enjeux qu'il y a. Il n'y a pas de partage d'expérience non plus, d'aide qui peut être apportée autour des patients du cancer. Il est important également de proposer des participations à des animations sociales. Tout ce qu'ils pensent, c'est cancer égale décès, donc ils attendent simplement que la mort les atteigne. On voudrait au contraire montrer qu'il y a une vie après le cancer, parce que moi je peux vous le dire, parce que en fait, ma mère, qui a 83 ans, a réussi à survivre du cancer, donc je connais tout à fait la possibilité d'avoir la vie après le cancer, et dans mon pays, personne ne pense que c'est faisable. Je voudrais terminer dans les 43 secondes qui me restent en demandant vraiment qu'il faut vraiment essayer de combler donc les disparités avec certaines idées. Tout d'abord, renforcer le dépistage primaire, établir donc des systèmes de navigation qui soient simples et accessibles de façon à ce qu'on puisse avoir des diagnostics plus tôt, renforcer les capacités des professionnels de santé dans l'oncologie, améliorer les infrastructures des soins, développer les soins palliatifs et les soutiens psychologiques, soutenir la recherche sur le cancer et la collecte de données, et créer des politiques publiques pour obtenir les financements. Donc, quel est le message que l'on doit reprendre? C'est de se rappeler que contrôler le cancer de façon efficace et juste, ça nécessite une approche unifiée, c'est-à-dire qu'il faut avoir des données, un accès aux services et une disponibilité des services pour assurer que l'on peut renverser la tendance de cette maladie dévastatrice. Merci beaucoup pour ce message qui est très excellent. Et une des raisons pour laquelle l'AJICA et l'université de Nagasaki a choisi donc d'avoir ce sommet à Nagasaki, c'est parce qu'on pensait que la voie de l'Asie-Pacifique est souvent sous-représentée au niveau international, et même si on a une expérience importante dans les systèmes politiques de santé et leurs réformes, mais je crois que la voix de l'Afrique, et notamment de l'Afrique francophone, est tout à fait sous-représentante. Donc nous sommes très heureux d'avoir la présence du docteur Caboret et du docteur Ouedraogo qui ont pu entendre la voix d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Notre temps est limité, mais nous allons passer à la séance de questions-réponses. Donc, première question, donc, sur celle du mentimètre. Deuxième question maintenant. Quelle expertise votre organisation peut-elle offrir dans le domaine de la recherche des systèmes dans la politique de santé publique pour intégrer le cancer dans les priorités au niveau de la santé
nationale. Comment est-ce que vous pouvez contribuer à cet effort? Voilà donc la thématique de notre séance de questions-réponses. Et merci d'indiquer, de dire le nom de votre organisation aussi lorsque vous prenez la parole, lorsque vous répondez à la question. Merci. Y a-t-il des questions dans l'audience? Ceux qui sont connectés sur Zoom peuvent également lever la main et poser une question grâce au bouton dédié. Donc, y a-t-il des questions d'abord du public? Vous avez donc la box Q&A si vous souhaitez poser des questions et si vous êtes sur Zoom. Oui. Donc, alors, je crois que le docteur Ida a répondu à votre question tout à l'heure, mais du point de vue d'une organisation non gouvernementale, nous pouvons tout d'abord travailler à la création d'un écosystème dédié au cancer pour les enfants, mais moi je viens du monde des maladies transmissibles et je pense que le domaine des PR, donc des relations publiques, est essentiel, hein. Eux, ils ont déjà dans leur domaine une stratégie de communication extrêmement forte, par exemple, et ça marche très bien lorsqu'ils ont des très bons retours sur investissement. Et ça, c'est une approche qui fonctionne bien. Si vous ne faites rien maintenant, vous aurez beaucoup de problèmes plus tard. Donc, pour le cancer, par contre, c'est pas encore mis en avant. Et pourtant, c'est une maladie qui est partout, dans tous les pays du monde, et qui cause des morts. Et on fait rien. Donc, nous devons renforcer notre aspect relations publiques. Et l'année prochaine, il y aura l'Assemblée générale de l'ONU et il y aura une réunion dédiée donc aux maladies non transmissibles. Et là, on va pouvoir y participer. Et je pense qu'on doit vraiment travailler ensemble pour faire passer le message. Et il faut se préparer. Je ne dis pas que nous devons faire la compétition avec le monde et l'écosystème des maladies transmissibles, mais je pense qu'il faut plus d'équilibre dans l'approche internationale. Et il faut vraiment que nous puissions donc travailler ensemble pour mettre notre message en avant et le communiquer de façon efficace. Merci. J'espère avoir répondu à votre question. Tout à fait. L'année prochaine, nous avons une conférence au plus haut niveau, au niveau de l'ONU, donc j'espère que ce sera un bon moment. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci bien vraiment pour ces présentations. Moi, j'aurais en fait des suggestions compte tenu des propositions faites des interventions, particulièrement au Burkina, que le professeur Kaboura a exposé. Je ne sais pas si dans la volonté d'inclure en fait les maladies non transmissibles, particulièrement le cancer, qui sont des maladies chroniques, dans la gratuité ou l'assurance maladie, est-ce que cela s'est fait avec un appui d'une étude prouvant un petit peu le costing en fait, combien va coûter parce que habituellement les maladies non transmissibles, vu que le traitement dure longtemps, la prise en charge est tellement lourde que le politique souvent hésite en fait, vu en fait cette lourdeur de finances. Donc, cette volonté de l'inclure dans la gratuité, il serait bien de l'appuyer avec des études de costing pour vraiment que ce ne soit pas une volonté qui ne va pas aller au bout en fait. Donc, ce serait bien en fait pour vraiment asseoir en fait ces interventions, d'essayer de faire des études parallèles pour prouver aux politiques que oui, peut-être qu'on va dépenser beaucoup, mais à terme, en fait, les résultats sont nécessaires et pourront en fait améliorer la santé de la population. Donc,
Euh, je suis économiste de la santé. Oui, je suis doctorant au niveau de l'université Joseph Kizerbo en collaboration avec l'université de Montréal. Merci. Merci beaucoup pour cette suggestion tout à fait pertinente. Vous souhaitez répondre? Merci de l'intérêt porté à notre présentation. Par rapport à l'insertion des maladies, des pathologies chroniques, des pathologies non transmissibles dans le package de la gratuité des soins, j'ai pas vraiment eu le temps, mais ça va se faire par étapes. On nous a demandé d'inclure ce qui était déjà là dans les hôpitaux et l'État va axer sur ce qui n'est pas présent. Parce que nous avons déjà le côté du laboratoire, tout ce qui est laboratoire, imagerie, il est présent dans les hôpitaux. On n'a pas tout, mais on a l'essentiel. Donc, on va utiliser ce qu'il y a. On va travailler avec l'existant. Ce qui manque beaucoup, c'est les médicaments, la chimiothérapie. Donc, l'État va faire l'effort de contribuer à la chimiothérapie, à l'acquisition de la chimiothérapie. Mais c'est comme vous l'avez dit, c'est des pathologies chroniques très longues. Donc, il faudra faire des choix. Et on le sait pertinemment. On sait qu'il faudra faire des choix. Merci. Merci beaucoup. Pour une question logistique, nous allons terminer la séance à cause des services d'interprétation. Si vous voulez interpréter, si vous voulez intervenir une dernière fois. Merci. Je souhaiterais juste préciser que lorsqu'on parle d'analyse financière et de coûts, chaque dollar investi dans le cancer des enfants finit par produire 3 dollars en revenus. Et ça, c'est un message que vous pouvez transmettre. Les coûts qui sont investis maintenant en termes de pharmacologie ou en termes de soins pour les patients qui sont retombés dans une phase de maladie, eh bien, vous pouvez, dans le cadre d'une approche intégrée, avec des diagnostics appropriés, avec des traitements en première ligne efficaces, eh bien, vous maximisez le rendement et les ressources impliquées. Mais il faut investir avec intelligence et avoir ce système intégré de package. Et il faut que les décideurs politiques sachent que 1 dollar investi égale 3 dollars de revenus. Ça, c'est important. Et puisque ça permettra d'avoir des adultes qui sont plus productifs, qui vivront toute leur vie et qui contribueront à la société. Donc, les cancers des enfants sont souvent traitables. On peut les sauver et on les met de côté. Donc, il faut vraiment investir un petit peu pour sauver ces enfants et cela rapporte. Donc, il y a suffisamment d'argent qui sont actuellement mis dans les diagnostics, mais pas encore dans les traitements. Et donc, il faut vraiment que les économistes de la santé et des systèmes de recherche s'intègrent dedans, puissent nous aider à transmettre ce message auprès de tous. Merci. Merci, Dr Lam. Effectivement, l'investissement pour le cancer est essentiel, notamment en Afrique. En Afrique, il y a aussi de très nombreuses maladies transmissibles, mais on peut intégrer évidemment cette approche des maladies non transmissibles avec le cancer et s'impliquer plus avant. Désolé, donc nous allons devoir clore notre séance, même si j'aurais bien aimé poursuivre. Le temps est cependant terminé, et donc nous allons clore maintenant notre séance. Merci à tous et à toutes de votre participation. Merci aux intervenants, merci à l'audience. Merci d'applaudir, bien évidemment, l'ensemble des participants. Merci pour votre participation active.